mais vous savez, ils ne parlent que si on les applaudit. Claude Gonnet, mesdames et messieurs. Monsieur le conseiller d'État, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Pascal disait, je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps de vous en écrire une courte. Je vais essayer de faire beaucoup mieux que ça. Mais la Présidente m'a demandé de parler du secteur bancaire en Suisse et à Genève. C'est un petit peu, en 10 minutes, c'est comme si on me demandait de résumer l'histoire des États-Unis à peu près dans le même temps. Donc je vais faire au mieux. La situation en Suisse, quels sont les points forts? Eh bien, c'est tout d'abord la stabilité politique et économique, un environnement attractif pour les investisseurs internationaux comparé à la concurrence que sont des places comme Dubaï, Hong Kong, Singapour. Le franc suisse devrait rester une monnaie forte à long terme. Les taux d'intérêt devraient rester bas en comparaison internationale. Nous avons une ouverture et une capacité à traiter avec les marchés financiers internationaux qui est assez unique. Nous avons des accords de libre-échange signés avec de nombreux pays comme le Royaume-Uni, comme le Canada, comme la Chine, comme le Japon. Nous sommes une population polyglotte. Nous avons un cadre fiscal et juridique stable et rigoureux. Notre droit, nous l'appliquons, quelquefois presque un peu trop. Et nous sommes le 5e des pays les plus connectés au monde selon une étude de l'IMD. Les points faibles de la Suisse, c'est le maintien du droit de timbre et de l'impôt anticipé après les votations, c'est le manque d'un accord de libre circulation des services financiers avec l'Union européenne, c'est l'absence d'un accord politique préliminaire qui représenterait la base d'une future négociation avec l'Union européenne en vue d'un accord de libre-échange, c'est l'application des sanctions sur les résidents russes et ukrainiens non concernés par les sanctions, qui pourrait effrayer de grands investisseurs internationaux de peur de se retrouver dans une situation similaire si leur gouvernement, pour des raisons X, Y, Z, venait à ne pas être en harmonie avec ce qui se passe en Europe ou en Suisse. Je pense à certains pays du Moyen-Orient. Distorsion concurrentielle bancaire entre la Suisse et les États-Unis. On m'expliquait ce matin qu'une banque suisse établie à Monaco a perdu ses clients russes parce qu'ils sont allés chez JP Morgan aux États-Unis. Donc c'est un petit peu comme le secret bancaire, c'est fait comme je dis, mais pas comme je fais. Une solution suisse raisonnable à trouver pour le projet MiFID III, qui est une nouvelle norme européenne qui a trait à l'efficacité fiscale dans la gestion. C'est-à-dire que les banques vont devoir prouver qu'elles gèrent les capitaux de leurs clients en tenant compte de la fiscalité. Parce que si vous faites plus 15, mais que fiscalement on vous prend 10, puis qu'il n'y a que plus 5, ce n'est pas idéal. La situation à Genève, les points forts de Genève. Première place financière de Suisse, en tout cas en gestion de fortune, ça a été publié ces derniers jours, ce qui est rassurant. Un personnel instruit et qualifié, mais une guerre des talents. Les banques ont souvent des stratégies qui ne sont pas toujours les plus sophistiquées, mais ce sont les gestionnaires qui amènent le business, qui amènent des nouveaux clients par leur réseau. Et chaque banque se dispute ces personnes. Des liaisons internationales faciles avec l'étranger grâce à l'aéroport, il faut le rappeler parce qu'on en a besoin de cet aéroport, il faut bien le traiter. L'importance des activités de négoce, le financement des matières premières à préserver, car attaqué par d'autres places, dont par exemple Singapour et aussi Dubaï. Une forte activité dans le secteur de la gestion de fortune et dans l'asset management à préserver. Et puis Genève est deuxième ville avec la plus forte concentration de millionnaires au monde et 9e ville du classement mondial si on y intègre les milliardaires. C'est quand même pas rien. Les petits points faibles de Genève. Une fiscalité lourde qui entraîne le départ des contribuables aisés. Une perception d'une dégradation des conditions de vie. La sécurité, beaucoup d'incivilité et des problèmes de circulation. Peut-être que ça donnera des idées au Conseil d'État Poggia pour des réponses par la suite. Une stratégie migratoire à mieux contrôler et à adapter aux besoins. La question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il faut des étrangers ou pas. Nous avons besoin des étrangers. Nous avons besoin d'eux pour l'AVS, nous avons besoin d'eux pour le deuxième pilier, nous avons besoin d'eux pour plein de choses. La question, c'est
est-ce que nous avons défini nos besoins? Est-ce qu'il y a une vraie stratégie au niveau du pays? Ça ne commence pas par le canton, c'est au niveau du pays. Est-ce qu'une vraie stratégie est vraiment en place et est-ce qu'on fait venir les bonnes personnes? Et puis, un manque d'attraction pour la jeune génération, pour le secteur bancaire qui les fait plus rêver. Ils veulent tous être dans une start-up, ils veulent tous être dans le venture capital, dans le private equity, dans certains projets particuliers d'immobilier. Analyse du secteur. La Suisse demeure le centre de gestion de fortune mondial le plus important, avec 2400 milliards de dollars d'avoirs de clients sous gestion, soit environ 27% de la fortune privée dans le monde. Il y a 1900 milliards en comparaison à Hong Kong et il y a 1100 milliards à Singapour. Donc Genève gère plus de la moitié des capitaux qui sont placés en Suisse. La Suisse possède par ailleurs la 3e bourse d'Europe et fait partie des leaders mondiaux du négoce des matières premières. Encore une fois, à préserver. Le secteur bancaire est un important contributeur de la vie économique suisse. Il contribue directement à la création de la valeur, avec 10% du PIB suisse, les activités bancaires et les assurances comprises. Ça représente 90 000 emplois qui sont pourvus dans ce secteur. C'était le cas en 2020. À Genève, le secteur financier représente 13% du PIB genevois et 35% du PIB genevois si on ajoute les activités de négoce et les matières premières. Rapidement encore, en 2021, nous avons assisté à une forte hausse. Là, je parle un petit peu de la conjoncture du secteur bancaire à Genève en ce moment. Donc en 2021, nous avons assisté à une forte hausse des actifs sous gestion qui ont augmenté de 373 milliards, c'est-à-dire plus 12,9%, grâce aux afflux nets des nouveaux capitaux et à des marchés financiers très positifs, donc à la hausse des bourses en 2021. Le secteur bancaire suisse souffre cependant d'une surréglementation de la FINMA, qui devient de plus en plus restrictive, inquisitoire et dissuade de nombreux clients potentiels. En 2022, donc cette année, en raison de la correction des marchés actions qui est sévère et probablement pas tout à fait terminée, la tendance va s'inverser et nous assisterons à une baisse de la valeur de la masse sous gestion. Le climat d'incertitude, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie, le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine et l'absence de conviction en matière de gestion a entraîné moins de mouvements sur les comptes des clients et par conséquent moins de courtage sur les comptes des clients, ce qui amènera une baisse importante des résultats des banques à la fin de l'année. Par ailleurs, les apports de nouveaux fonds, ce qu'on appelle le net new money, sont en baisse en raison de l'aversion au risque de la majorité des investisseurs et de l'intrusion et des exigences profondes des services juridiques et compliance qui sont souvent jugés par la clientèle intrusive et excessive. La baisse des revenus des banques en 2022 entraînera probablement la poursuite de la consolidation du secteur, même si cette consolidation, dont on parle toujours, elle prend plus de temps. Il ne se passe pas tellement de fusion que ça. Ça prend du temps, mais ça ne vient que quand la situation les oblige à le faire. Et donc, il va y avoir des mesures de restructuration, de réorganisation et des licenciements. Exemple, le Crédit Suisse, qui est quand même une situation un peu particulière, compterait supprimer plus de 3 000 emplois en Suisse cette année. C'est beaucoup, 3 000 emplois. Et le titre Crédit Suisse est en baisse de 52% cette année. Il valait 3,80 francs cet après-midi. Et on peut quand même s'interroger sur ce qui se passe. Et je me demande quand le Conseil fédéral et la Banque nationale suisse vont devoir s'en occuper. Pas pour les mêmes raisons que l'UBS il y a quelques années, mais je pense qu'il y a un souci là. J'imagine que le Conseil fédéral va vouloir les marier ou faire quelque chose, ou scinder le Crédit Suisse en plusieurs entités et les faire racheter par d'autres. Affaire à suivre dans pas très longtemps, je pense. Par la suite, la hausse des taux d'intérêt, la hausse des marges et la reprise des marchés actions, qui suivra tôt ou tard, devrait permettre une forte reprise des profits. Quelques dernières remarques pour terminer. Le nombre de banques en Suisse a reculé, passant de 99 fin 2020 à 92 en 2022. À Genève, le nombre de banques privées est passé de 76 en 2010 à 46 seulement aujourd'hui, tendance qui devrait se poursuivre. Et les remarques les plus intéressantes, parce que je vois que la présidence impatiente, un environnement disruptif.
se développe dans le secteur bancaire avec la digitalisation des services, le blockchain et l'émergence des néobanques et autres entreprises de technologies financières fintech. Dans ce contexte, l'intermédiation va se réduire et de nombreuses étapes seront supprimées dans les opérations bancaires, ce qui fera que les services traditionnels coûteront beaucoup moins cher. Les établissements bancaires pourraient collaborer, fusionner, racheter des néobanques ou des fintechs, plutôt que de développer elles-mêmes des solutions qui coûteraient très cher. La clientèle jeune, pour conclure, recherchera toujours davantage, c'est-à-dire la future clientèle qui va vieillir avec les banques. Cette clientèle jeune, elle recherchera toujours davantage des services bancaires numériques qui leur facilitent la vie, qui correspondent à leurs attentes, notamment en matière de cybersécurité, et ils seront beaucoup moins sensibles aux facteurs humains et à l'enseigne des établissements. Et pour conclure, je dirais que dans l'immédiat, les banques comme le Phoenix tirent profit et renaissent lors de chaque crise tant que d'autres concurrents n'émergent pas. On a vu que les gérants indépendants ont été affaiblis, on a vu que les... Et je vous souhaite une bonne suite de soirée.